Bienvenue pour un nouveau numéro de VYP, Very Yvelinoise Personne, avec un Versaillais, Jacques Rivoal. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une vie partagée entre votre passion pour le rugby et plus de 30 ans de carrière dans l'automobile, sur laquelle on reviendra juste après. Mais d'abord donc le rugby, président du groupe d'intérêt public chargé d'organiser la Coupe du Monde 2023 en France. Alors quels sont les travaux actuels par rapport à cette organisation ? Écoutez, c'est le début d'une formidable aventure puisque la France a été retenue pour organiser la Coupe du Monde il y a maintenant 1 an. Et donc depuis 1 an, on a mis en place dans le cadre de ce comité d'organisation de la Coupe du Monde 2023, on a mis en place en fait les fondations, donc tout ce qui tourne autour de la gouvernance, donc il y a un conseil d'administration, une assemblée générale, un certain nombre de comités. Et donc on a lancé les travaux avec deux grands axes importants qui ont été le positionnement de la marque. Donc on vient de dévoiler le logo, la signature de la marque qui va être le fil rouge autour duquel on va communiquer pendant 5 ans. Notamment. Alors voilà. Qu'est-ce qui représente ce logo ? Alors ce logo, en fait, il a pour but d'exprimer ce qu'on veut communiquer autour de cet événement qui va être la Coupe du Monde en France en 2023. Et la signature, c'est We Are Rugby. Nous sommes le rugby. Et l'idée, c'est de dire le rugby, c'est pas uniquement un sport. Et c'est les gens qui portent les valeurs du rugby, ce ne sont pas uniquement les rugbymen ou les rugbywomen qui ont des crampons et qui chaussent des crampons et qui portent un maillot, mais le rugby, c'est des valeurs très fortes qui traversent la société et qui sont portées par tout le monde aujourd'hui dans la société, qui veulent du respect, de l'engagement, de la solidarité. C'est ça les valeurs du rugby, et c'est pour ça qu'on veut dire finalement nous, tout le monde est le rugby, donc on aura des ambassadeurs qui vont communiquer ces messages positifs autour du rugby dans leur activité personnelle et professionnelle. Alors c'est la France rurale, on le voit dans le clip, la France rurale, la France urbaine, finalement ça sera la Coupe du Monde de l'ensemble des Français. Oui, c'est un formidable événement. C'est le 3e événement mondial après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. C'est 2 400 000 spectateurs, c'est 450 000 visiteurs étrangers qui vont venir pendant 45 jours. Là aussi, c'est un événement puisque une Coupe du Monde de foot, c'est 30 jours, les Jeux Olympiques, c'est 15 jours. Nous, l'événement, la fête, elle va durer 45 jours et elle va mobiliser pas uniquement Paris. Bien sûr, il y aura le Stade de France, mais il y aura 9 autres villes en France qui vont accueillir pendant 45 jours des matchs, des régions, des départements qui vont accueillir dans le cadre de camps de base les équipes, et donc on veut pendant 45 jours pouvoir faire la fête dans toute la France autour des valeurs et des vertus très positives que sont celles du rugby. Alors ça sera la 2e fois de l'histoire que la France organise la Coupe du Monde. La première fois c'était en 2007. Alors je dis bien organise parce qu'elle a déjà accueilli la Coupe du Monde en 1999 avec une co-organisation avec l'Irlande et le Pays de Galles. Quels sont les éléments sur lesquels vous allez vous appuyer justement pour vous différencier de ce qui s'est passé en 2007? D'abord, on va s'appuyer sur les choses très positives qu'on a tirées comme enseignement de ce qui s'est passé en 2007. Le directeur général qui conduit le comité d'organisation était déjà aux manettes en 2007, donc on a déjà une bonne expérience. Il y a beaucoup de gens qu'on va intégrer dans l'équipe qui ont déjà œuvré en 2007. Et bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, la grande particularité cette fois-ci par rapport à 2007, c'est qu'on démarre beaucoup plus tôt. On a été désigné 5 ans, presque 6 ans avant l'événement, donc on a le temps de bien travailler pour faire en sorte que cet événement profite ensuite au rugby français, puisque le grand intérêt d'une Coupe du Monde, c'est bien sûr de célébrer le rugby, de faire la fête autour du rugby, mais c'est aussi d'avoir un événement qui va être économiquement rentable, et tous les gains de cette opération vont être entièrement redistribués au profit du rugby français. Donc ça sera des moyens pour développer la formation, la formation des jeunes, la formation des encadrants, des dirigeants dans les clubs, des installations, du matériel, pour développer le rugby français. Et ça, on veut le préparer très en amont pour que l'accueil, en général, après une Coupe du Monde, il y a toujours une explosion du nombre de licenciés, qu'on puisse bien accueillir ces jeunes qui vont être passionnés par ce sport et pouvoir continuer à les accueillir dans des bonnes conditions. Alors, des jeunes passionnés, vous les évoquez, vous avez été un jeune passionné, vous avez commencé à l'âge de 14 ans au rugby club de Versailles. Le rugby, comment vous avez découvert ce sport ? Écoutez, moi je suis versaillais, j'habite à Versailles et
j'étais un garçon, on pourrait le qualifier probablement d'un peu turbulent, et donc je me suis retrouvé entraîné par des amis dans ce club de rugby, et le rugby m'a énormément apporté. Je crois que le rugby m'a permis de canaliser mon énergie pour la mettre au service du collectif, et ça a été pour moi une formidable aventure humaine. Le rugby m'a énormément apporté. Les plus grandes amitiés que j'ai encore conservées aujourd'hui, elles viennent de cette époque du rugby à Versailles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui que j'ai un peu plus de temps, je veux redonner au rugby finalement tout ce que le rugby m'a apporté. On voit l'image des jeunes que vous entraînez, notamment au Rugby Club de Versailles aujourd'hui. C'est comme ça que vous contribuez à ce que vous a donné le rugby ? Oui, moi je suis toujours resté proche du club de Versailles, qui est un beau club, un club historique. C'est un des 10 clubs les plus anciens en France, et surtout un club formateur. C'est un club qui se caractérise par sa dimension formation, et en particulier qui est un club qui a beaucoup de jeunes en formation. Et donc moi j'ai toujours rêvé de faire ça, de pouvoir entraîner des jeunes. Alors, j'entraîne pas des juniors ou des cadets, j'entraîne les tout petits, donc ce qu'on appelle les premiers pas. Donc, ce sont les jeunes qui démarrent, qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on est très fiers parce qu'on a beaucoup de jeunes. On a plus de 25 enfants dans les plus de 5 ans. On doit être le 4e club en France avec ce nombre de licenciés dans cette catégorie-là. Et donc, ça, c'est très, très gratifiant, très bienveillant de pouvoir redonner aux jeunes ce que vous a apporté ce formidable sport. Alors, lorsque je vous ai présenté, j'ai parlé de votre carrière dans l'automobile. On va la détailler juste après. Mais est-ce que le rugby, qu'on désigne comme l'école de la vie, c'est utile dans le monde de l'entreprise et dans le monde des affaires ? Oui, parce que je crois que le rugby, c'est des valeurs très fortes. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous a surpris lorsqu'on a commencé à travailler sur finalement l'histoire qu'on veut raconter autour de cette Coupe du Monde, on s'est interrogé sur bien sûr ce qu'étaient les valeurs du rugby, mais aussi ce qu'étaient les attentes des jeunes, mais des gens dans la société, en particulier des fameux millénials qui vont devenir la catégorie la plus importante. Et on s'est rendu compte que les valeurs du rugby sont des valeurs modernes, parce que ces valeurs, elles correspondent aux attentes de la société. Les gens vous disent aujourd'hui, nous, on veut vivre sans faire de compromis, on veut s'épanouir dans notre vie personnelle, mais aussi s'épanouir dans notre vie professionnelle, on veut voyager dans le monde entier, mais on veut avoir un ancrage dans sa ville, dans sa région, voilà. On veut vivre intensément et on veut vivre avec du sens. Et ça, c'est le rugby. Le rugby porte ces valeurs-là. Le rugby, c'est un formidable sport dans lequel il y a du respect. On triche pas dans le rugby, on se roule pas par terre, on respecte l'arbitre, on ne discute jamais les décisions de l'arbitre, on s'engage, le collectif est déterminant, c'est un sport collectif, mais c'est le sport collectif où, bien sûr, il peut y avoir quelques exploits individuels, mais pour réussir dans le rugby, c'est avant tout le collectif qui prime. Et ça, ce sont des valeurs qui sont des valeurs fortes, modernes, et qui sont bien sûr très importantes aussi pour réussir dans l'entreprise. C'est pour ça que dans l'entreprise, on aime bien, moi j'ai souvent, quand j'avais recruté des gens, quand on me disait, quand un candidat me parlait de son appétence pour le rugby ou du fait qu'il joue au rugby, c'était un point positif. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'était quand même un point positif. Alors justement, on va en parler de votre carrière. Vous avez fait des études à Sciences Po et après à l'école normale supérieure. Et vous avez commencé dans le secteur de l'automobile en tant que vendeur à Mantes-la-Jolie. Dans les Yvelines aussi. Alors justement, dans les Yvelines, est-ce que vous pouvez revenir sur cette période en tant que vendeur à Mantes-la-Jolie ? Ça a été quelque chose assez surprenant. Je m'apprêtais pas du tout à démarrer dans cette fonction-là. Je devais travailler dans les ressources humaines, en fait, de l'entreprise Renault, et puis pour un concours de circonstances ça n'a pas pu être possible, et donc on m'a proposé de rentrer dans la fonction commerciale, et j'ai dit ok, pourquoi pas, banco, j'y vais, et je me suis retrouvé du jour au lendemain, comme ça, sortant de Sciences Po ou de Normal Sup, dans une succursale à Mantes-la-Jolie, avec des vendeurs, et il a fallu que pendant un an je prouve que j'étais capable de vendre des voitures, ce que j'ai réussi à faire. Ensuite j'ai fait carrière au sein de l'entreprise, mais j'ai vraiment commencé, c'était l'école de formation de vente Renault. On commençait à la base, comme dans beaucoup d'autres secteurs, pour vraiment connaître ce qu'est le client et la vraie vente sur le secteur. Alors 26 ans dans le groupe Renault, vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir directeur général de Renault en Allemagne entre 2000 et 2009. Et ensuite, directeur G4, donc vous vous occupiez du marché espagnol, italien, allemand et britannique. Comment vous avez vécu ce parcours, cette ascension, parce que vous êtes parti de vendeur pour atteindre la hiérarchie, le haut de la hiérarchie ?
Oui, ça a été vraiment, j'ai pris du plaisir pendant 25 ans, 26 ans chez Renault. J'ai alterné des postes siège, terrain, étranger, France, toutes les fonctions toutes les dimensions de la fonction vente et marketing. Non, moi j'ai été vraiment gâté par ma vie professionnelle. Tous les 2-3 ans, j'avais un nouveau challenge. Et en particulier, donc quand on aime un peu l'automobile, pouvoir travailler en Allemagne et être patron d'une marque, de deux même à un moment donné, dans ce pays-là, c'était une aventure fantastique. Donc j'ai vraiment moi été gâté par la vie professionnelle. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup donné, mais j'ai été vraiment très très bien, très heureux dans ma vie professionnelle. Alors justement, vous parliez d'un autre constructeur, c'est Volkswagen que vous avez rejoint en 2010. Pourquoi vous avez choisi ce constructeur ? Comme j'avais eu cette affinité avec l'Allemagne, j'ai eu, là aussi, c'est les rencontres de la vie, j'ai eu l'opportunité, après être revenu au siège, où peut-être là, je prenais un petit peu moins de plaisir, parce que c'était un poste peut-être plus fonctionnel. Moi, j'avais plutôt un goût pour l'opérationnel. Donc là, j'ai eu l'opportunité de renouer finalement avec l'opérationnel en redevenant patron d'une marque et ensuite d'un groupe qui est le groupe Volkswagen. Et là aussi, ça a été de nouveau une formidable aventure professionnelle où j'ai découvert de l'intérieur, après avoir vécu pendant 10 ans en Allemagne, mais en étant patron d'une filiale française en Allemagne. Là, j'étais patron d'une filiale allemande en France. Donc c'était différent. Donc j'ai pu voir les deux côtés. Ça m'a passionné de découvrir comment fonctionnait de l'intérieur un groupe allemand et un groupe aussi fort et fantastique qu'est le groupe Volkswagen. Alors, et vous avez été touché par l'affaire Volkswagen dite du Dieselgate en 2015. L'agence américaine de l'environnement accuse le groupe Volkswagen d'utiliser un logiciel pour truquer les contrôles de pollution en rendant les véhicules moins polluants. Comment vous avez vécu cette période qui a dû être difficile quand même ? Oui, quand vous êtes patron d'une filiale commerciale et qu'un événement comme ça vous tombe dessus du jour au lendemain, alors que vous êtes vraiment, bien sûr, pas du tout au courant ou impliqué de quelque nature que ce soit, pour un dirigeant, c'est une épreuve, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là et j'ai construit d'ailleurs un petit module de conférence ou de formation ou de coaching pour expliquer aux dirigeants qu'il faut se préparer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où des crises, il y en aura de plus en plus. Et moi, j'ai vécu probablement the crise, avec une crise qui avait des dimensions multiples. Et pour un dirigeant, c'est une formidable épreuve au cours de laquelle, finalement, vous avez la chance de pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez appris en termes de qualité managériale pendant votre parcours au préalable. Et moi, le message que je donne aux dirigeants, c'est de se préparer, de se former. Il y a des choses, maintenant, on peut se anticiper, parce qu'encore une fois, des crises, il y en aura, que ce soit de nature sécuritaire, environnementale, financière, humaine. Il y aura toutes les entreprises, les organisations seront touchées par des crises. Et pour un dirigeant, c'est une épreuve et que les qualités du dirigeant s'expriment bien en termes de leadership en situation de crise. Alors, soit vous êtes un dirigeant talentueux, inné, vous avez les bons réflexes. Et pour être encore plus performant, il vaut mieux se préparer. Et moi, c'est ce que vraiment le message que je donne à mes collègues dirigeants, de se préparer, de réfléchir à ce que peut être une crise pour leur organisation. Et c'est ce que vous faites actuellement dans votre cabinet de conseil, finalement, en gestion de crise. En particulier en disant aux gens, il faut énormément communiquer, il faut être prêt, il faut être présent. Le dirigeant doit être présent pour redonner du sens. Là aussi, on revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le rugby. L'important, c'est le sens. Quand une organisation est impactée par une crise, elle est perdue. Elle sait plus où elle habite quelque part, et donc tout le monde se tourne vers le dirigeant, tous les regards se tournent vers lui, et le rôle du dirigeant dans cette situation-là, c'est vraiment de communiquer pour redonner du sens, de la confiance, rassurer l'organisation. Finalement, la boucle est bouclée. Merci Jacques Rivoal d'avoir participé à ce VYP, président du groupe d'intérêt public en charge d'organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023 en France.